Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes ravis de vous retrouver. Alinéa ce soir vous parle de la femme. Ceci au travers des initiatives d'une jeune Congolaise que vous allez découvrir, porteuse de projets novateurs, valorisant, mettant en lumière la femme dans toutes ses facettes, en accord avec les recommandations des Nations Unies dans les objectifs de développement durable. Mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité. Bienvenue à tous. Mesdames et messieurs, notre invitée s'appelle Splendide Gavene Lendongo. Elle est notamment présidente fondatrice de l'association Elite Women's Club, existant depuis plusieurs années déjà. Bonsoir Madame Gavene Lendongo et bienvenue sur ce plateau d'Alinéa. Bonsoir Madame Aline et merci de me recevoir. Je vous en prie. Alors vous avez un cursus riche pour avoir embrassé plusieurs domaines d'études tant en France qu'au Congo. Vous avez été assistante de direction, vous avez fait droit, gestion des PME, communication. Vous êtes une professionnelle rompue à la tâche. Parallèlement, vous êtes très ancrée dans l'univers associatif. Alors, qui est dans les détails, Madame Splendide Gavé Lendongo? Je suis de profession conseillère en images et communication. Je suis également dans le domaine de l'événementiel et coordonnatrice de projet. Je suis mère, je suis épouse et présidente à la gestion de plusieurs structures associatives. D'accord. Alors, vous avez fait des études dans plusieurs domaines. Pourquoi cette motivation d'embrasser tant d'aspects dans votre cursus? Disons qu'à une période de ma vie, je voulais surtout être sûre qu'en grandissant, on va dire, à un certain moment, que je ne manque pas d'emploi. J'ai commencé une fac de droit. J'ai fini mon année. Au bout d'une année, je me suis rendu compte que je m'ennuyais. C'est pas ce que je voulais faire. Donc là, je me suis réorientée plutôt vers une formation professionnelle. Donc, ce qui m'a emmenée justement par un BTS, une licence et tout ce qui a suivi donc en gestion et management des entreprises. Donc, c'est à ce moment-là où commençait à naître en moi l'envie de pouvoir devenir entrepreneur, créer, travailler pour moi-même et surtout travailler, exercer dans un domaine dans lequel je m'épanouissais. Donc de là, ensuite, après, donc ça a enchaîné un peu avec mes diverses expériences professionnelles, donc notamment dans la mode, dans la culture, qui a ensuite chuté sur une valorisation de compétences en conseil en images et communication. C'est très bien. Et cela vous occupe énormément, surtout ici à Brazzaville? Oui, parce que c'est vrai que depuis que je suis à Brazza, j'ai pas mal d'activités, j'ai pas mal de sollicitations aussi qui me permettent déjà personnellement dans lequel pouvoir m'épanouir, mais aussi de pouvoir faire exactement ce que j'aime faire. Alors on sent en vous en tout cas une femme dynamique, une femme déterminée, une femme qui sait ce qu'elle veut, qui veut aller jusqu'au bout de ses ambitions. Alors comment êtes-vous arrivé à vous construire dans toutes ces facettes? Vous êtes professionnelle, bien ancrée dans vos fonctions. Vous êtes mère et aujourd'hui vous êtes épouse. Je sais que ce n'est pas facile de combiner ces facettes-là en tant que femme. Comment vous êtes arrivée à le faire? Très honnêtement, j'ai toujours du mal à répondre à cette question parce que moi-même, j'en sais rien. Chaque matin, quand je me lève, je rends juste grâce à Dieu de pouvoir me donner la capacité d'arriver à accumuler autant de casquettes simultanément. Après, il faut dire aussi que quand on est bien entouré, on a des personnes sur lesquelles on peut réellement s'appuyer. Ça devient un peu plus facile parce que du coup, on sait qu'à un moment donné, on peut s'appuyer sur ses sœurs, sur ses parents, sur ses collaborateurs également. Mais surtout aujourd'hui, pour moi, surtout, j'ai la grâce d'avoir un mari qui m'appuie sur tout ce que je fais. En tant qu'ami d'abord, avant d'être époux, en tant qu'ami d'abord, qui m'encourage aussi. Donc ça fait que même quand il y a des difficultés, je sais toujours à peu près vers qui m'appuyer. J'ai des amis, des frères qui m'appuient énormément. Et Marie, on doit le souligner, parce que c'est quand même une personnalité connue, Monsieur Gavé, qui n'est plus à présenter au public, qui est une personnalité assez compétente dans ce qu'elle fait, qui est une fierté aussi en termes de compétences des jeunes au Congo. C'est à saluer. Donc je voulais épingler quand même ce point pour qu'on sache réellement qui est Splendide Gavé Lendongo. Effectivement, donc ce sont justement, je m'appuie, moi aussi j'en profite aussi derrière, de m'appuyer sur les compétences qu'il a justement pour m'aider, m'accompagner aussi moi derrière dans toutes les actions que j'ai à mener.
Très bien. Alors, je vais aller un peu dans les détails de votre parcours professionnel. Vous avez occupé les fonctions d'assistante de direction au cabinet du ministère des PME. Vous avez été coordonnatrice puis directrice exécutive du salon Osiane. Aujourd'hui, vous êtes membre du conseil de régulation à l'autorité des régulations des marchés publics depuis juin 2022 et secrétaire exécutive nationale de l'association Jeunes Leaders du Congo, présidente de Elite Women's Club. C'est énorme, c'est beaucoup, beaucoup de facettes, on va le répéter sans s'enlacer. Que retenir de toutes ces expériences que vous avez cumulées et que vous continuez à cumuler jusqu'à aujourd'hui? Toutes ces expériences, pour moi, ont d'abord été des opportunités, parce que je pense que c'est plutôt par grâce que j'en suis arrivée là. Ce n'est pas forcément je saurais le dire, mais en tout état de cause, je suis d'abord reconnaissante pour toutes ces personnes qui m'ont fait confiance, qui m'ont confié justement, qui ont cru en moi, qui ont cru en mes capacités de pouvoir mener à bien ces fonctions ou ces projets. Donc derrière, c'est vrai que les challenges tous les jours se doublent, et surtout aujourd'hui, on sait qu'en tant que femme dans la société, on a quelque part, on multiplie plus d'efforts pour pouvoir se démarquer, pour pouvoir mettre à profit ses compétences, ce qui n'est pas toujours facile chaque jour, surtout quand à côté on est entouré d'hommes ou au-dessus on est entouré, on a des hommes au-dessus. Donc on a derrière un peu cette mission, surtout pour d'autres femmes qui sont à côté de nous et même celles qui vont venir derrière nous, de pouvoir multiplier justement d'efforts, de pouvoir essayer, même si on n'arrive pas à exceller à 100%, mais d'essayer d'arriver quand même à atteindre un certain point d'excellence justement pour pouvoir aussi revaloriser, si je peux le dire, l'image de la femme congolaise et africaine dans la globalité. Exactement. On va parler de l'aspect associatif que vous incarnez depuis quelque temps. Vous êtes secrétaire exécutif, je l'ai dit tantôt, de Jeunes Leaders du Congo. En quoi consiste cette plateforme en réalité? Alors, la plateforme Jeunes Leaders du Congo est une plateforme qui réunit plusieurs jeunes de plusieurs obédiences dans le but justement de pouvoir, dans un premier lieu, être un cercle de réflexion et ensuite être aussi un appui, on va dire, en termes de proposition, force de proposition pour les pouvoirs publics. Mais c'est aussi une plateforme qui vise aussi à promouvoir les actions des jeunes qui font partie de cette plateforme, mais également nous allons au-delà, donc en dehors. On va vers les jeunes aujourd'hui qui essaient de se distinguer, qui essaient de se démarquer dans la société en menant des vraies actions qui touchent aujourd'hui au développement de la jeunesse. C'est pas politique? Pas du tout, c'est apolitique. C'est vrai que, comme je le disais au début, c'est une plateforme qui regroupe toute cible, en fait, qui regroupe tout profil, que ce soit des profils des jeunes qui sont politiques, apolitiques, même s'ils sont politiques dans des, comment on les appelle, dans des partis peut-être qui ne s'entendent pas. Mais le critère de sélection reste universel pour tout le monde. Donc ça fait qu'au sein de la GLC, on ne va pas dire que Pierre est de tel coin. On est tous des jeunes leaders du Congo et nous œuvrons tous pour la même cause, celle du développement de la jeunesse congolaise. Et vous faites quoi exactement? Enfin, quelles sont les actions qu'on peut retenir de cette plateforme? Alors les actions sont diverses et multiples, en fonction aussi des besoins que nous pouvons, nous, derrière, avec une étude de marché ou des besoins qu'on a pu relever. Ça peut être au niveau des sensibilisations, nous pouvons justement aller vers des jeunes, organiser des conférences, des sensibilisations, des formations également. Et avec les projets à venir que nous sommes en train de mettre en place, c'est de voir dans quelle mesure on peut, de façon très concrète et sur le terrain, en impactant vraiment la jeunesse congolaise, mener des actions qui vont arriver à aider ou sinon à accompagner les jeunes à pouvoir mieux se développer et s'émanciper. Que ça soit dans les domaines de la formation, de l'éducation, mais aussi de l'entrepreneuriat et même dans l'insertion sociale. Aujourd'hui, la plateforme Jeunes Leaders du Congo réunit plusieurs cadres, même membres du gouvernement de la République du Congo, que ça soit des cadres... Membres du gouvernement jeunes, j'espère. Jeunes, oui, mais aussi aujourd'hui, la jeunesse, elle a toujours besoin de pouvoir s'appuyer sur des personnes plus expérimentées. Pour un accompagnement, un partage d'expérience. D'expérience, tout à fait. Donc nous avons au sein de la plateforme Jeunes Leaders du Congo quand même bon nombre des personnes assez outillées qui sont aussi compétents dans leur secteur d'activité, qui accompagnent aussi. Ça va être aussi en termes, c'est un réseau aujourd'hui, la force d'un réseau, c'est de pouvoir s'appuyer les uns sur les autres, que ce soit dans le domaine professionnel ou social ou économique.
Alors aujourd'hui, il y a plein de mots qui gangrènent notre société, surtout au niveau des jeunes. Je veux bien épingler cet aspect parce que ça vous concerne directement en tant que responsable des jeunes leaders du Congo. Est-ce que dans votre plateforme, vous arrivez quand même à réfléchir, à avoir des moments de rencontre pour essayer de se positionner sur des problèmes qui minent aujourd'hui la jeunesse congolaise, notamment le grand banditisme, le chômage, etc. Alors, être une association, être JLC aussi, comme je le disais, c'est être force de proposition. C'est vrai que nous sommes dans une plateforme où tout le monde est presque occupé, pour ne pas dire tout le monde est occupé, parce que chacun a ses occupations. Mais je pense qu'au-delà de nos occupations respectives, on essaie, tant qu'on le peut, vraiment de pouvoir se mettre en cercle de réflexion, aborder des sujets qui aujourd'hui gangrènent la société ou sinon la jeunesse congolaise, et que derrière, mener des plaidoyers auprès des autorités publiques en faveur de cette jeunesse-là, avec des propositions et des solutions qui peuvent justement permettre à pallier à certains maux. Maintenant, nous, de notre côté, on fait notre part, comme on dit. Après, derrière, il faut que les concernés fassent aussi leur part. Vous sentez quand même un peu de résultats? Forcément, nous avons tenu en début de Covid la première édition de la conférence Influence qui avait quand même mobilisé pas mal de monde. Nous l'avons tenue sur Internet et derrière, suite à la conférence Influence, nous avons mené un plaidoyer suite à toutes les propositions qui avaient été faites. On a été ravis de voir que même pendant les élections présidentielles qui ont suivi, que plusieurs d'ailleurs de ces propositions ont été prises en compte. Donc ça, c'est justement c'est le travail intellectuel de plusieurs cadres, de plusieurs jeunes de la plateforme Jeunes Leaders du Congo. Alors, une autre facette que vous avez dans le cadre de vos engagements associatifs, vous êtes présidente de Elite Women's Club. Parlons-en alors, une association qui œuvre en faveur de la femme. Alors, c'est quoi exactement et ça s'adresse à qui? Alors, Elite Women's Club, au-delà d'être une association, on va dire que c'est un sacerdoce. Surtout pour moi personnellement, c'est vraiment c'est quelque chose que je porte en moi, c'est une partie de moi. Elite Women's Club, c'est une association qui vise à accompagner la femme dans sa recherche d'autonomie, d'émancipation et de développement personnel. Elite Women's Club, c'est aussi la valorisation du leadership féminin. Donc, ça part vraiment de plusieurs états de lieu qui ont été faits par rapport à la situation de la femme congolaise dans la globalité, mais africaine, parce qu'on a quand même une portée panafricaine, dans le sens où nos membres ne sont pas que des Congolaises. Aujourd'hui, Elite Women's Club s'ouvre au monde, s'ouvre en Afrique. Donc le but justement, c'est de pouvoir réunir plusieurs compétences africaines pour échanger sur les questions qui touchent directement à la condition de la femme africaine. Celle qui réside en Afrique, mais celle aussi qui réside à l'étranger. Mais aujourd'hui, qui porte à cœur justement le développement de l'Afrique en ayant comme femme, en incluant la femme comme actrice de société de développement. Donc Elite Women's Club aujourd'hui, les activités, ça passe par plusieurs aspects, mais nous tournons toujours autour de la femme et de la jeune fille. Et donc vous travaillez beaucoup avec les femmes de la diaspora? On travaille avec les femmes de la diaspora parce que parmi Elite Women's Club a été créé d'abord en France avant d'arriver au Congo-Brazzaville. Donc nous avons des membres qui sont en France, des membres qui sont en Côte d'Ivoire, des membres qui sont un peu partout, qu'on arrive justement à pouvoir unir via des plateformes numériques. Alors, est-ce qu'on peut, en tout cas présenter à notre public quelques activités phares qui peuvent marquer en fait l'attention que vous avez réalisée au sein de Elite Women's Club? C'est vrai que c'est difficile comme ça, donc puisqu'il y en a plusieurs. Voilà, il y a plusieurs activités qui ont été menées, que ça soit ici, que ça soit en Côte d'Ivoire, que ça soit en France. Mais Elite Women's Club a mené plusieurs actions. Notamment, il faut savoir que nos axes touchent beaucoup les violences basées sur le genre. Ça va toucher également l'entrepreneuriat. Ça va toucher la formation. Ça va toucher également tout ce qui est l'éducation. Parce que, comme le disait Irina, je crois, je ne sais pas si elle est toujours DG de l'UNESCO, qui disait « Éduquer une jeune fille, c'est éduquer toute une nation ». Donc aujourd'hui, l'éducation pour nous prend une place assez importante dans le sens où si on arrive à transmettre les bons outils, on arrive à transmettre les bonnes valeurs aux jeunes femmes, on sait qu'aujourd'hui, en évoluant, en grandissant, en prenant de l'âge même, en intégrant la société pleinement, elles sont capables de pouvoir transmettre ces valeurs-là, mais aussi de pouvoir transformer l'association. Elite Women's Club, c'est toutes les femmes désireuses aujourd'hui de pouvoir
passer, peut-être se former ou passer à un autre niveau ou du moins mettre en valeur ce qu'elles portent, elles, mais aussi celles qui ont à cœur de pouvoir étirer les autres. Parce que Elite Women's Club, ce n'est pas seulement moi, donc je vis bien dans ma condition, c'est Angela qui vit bien dans sa condition. Non, c'est aussi aller à la rencontre de ces femmes sur le terrain qui sont peut-être dans des situations de précarité, qui ont des besoins, qui ont peut-être des besoins en formation, des besoins en entrepreneuriat, qui portent de vrais projets qui peuvent réellement impacter la société, voir quels sont les mécanismes ou les moyens que nous pouvons mettre en place en s'appuyant peut-être sur des associations consoeurs, en s'appuyant sur toutes ces personnes qui nous soutiennent aujourd'hui, pour la plupart qui sont des proches, nos proches, les membres de nos familles, nos amis, aussi voir avec les institutions avec lesquelles nous sommes déjà en train de collaborer, comment est-ce qu'on peut accompagner ces femmes-là, justement pour leur permettre aujourd'hui d'être plus autonomes, mais aussi de gagner en confiance en soi et d'être capable aussi de pouvoir étirer les autres vers le bas, vers le haut, et comment on dit, ressortir un peu la meilleure version d'elles. Et faire éclore leur potentiel. Exactement. Et là, il n'y a pas de limite d'âge, une femme, point barre. Il n'y a pas de limite d'âge, mais au moins, parce que dans le passé, nous avons eu, suite aux sensibilisations que nous faisions au milieu scolaire, nous avons eu plusieurs jeunes filles qui avaient adhéré. Après, c'est vrai qu'ils étaient mineurs, qui étaient au collège, qui étaient au lycée. Après, leur implication dans l'association était un peu limitée sur le champ, en sachant qu'elles n'avaient pas la capacité juridique de pouvoir pleinement contribuer justement au niveau des actions du club. Donc, par rapport à cette expérience, aujourd'hui, on se dit, la jeune femme ou la femme qui doit intégrer l'association doit au moins être majeure. Au moins 18 ans, on sait que juridiquement, il a la capacité. C'est tout à fait légal et puis normal. Voilà, ça se comprend. Elle peut prendre des décisions, elle peut aujourd'hui intégrer une association sans que derrière, nous ayons besoin des autorisations parentales et tout ce qui va avec. Donc après, ça réunit au niveau du club tout profil. On a des porteuses de projets, on a des demandeurs d'emploi aussi. On a des demandeuses d'emploi, on a des femmes aujourd'hui qui sont dans le domaine cadre, du domaine public, privé, entrepreneur. C'est vraiment un mixte de toutes les femmes africaines. Et les femmes paysannes, par exemple, aussi bien sont évidemment, concernées. Paysannes, artisanes. Aujourd'hui, on veut justement, notre politique aujourd'hui, c'est justement d'aller vers ces femmes-là. Parce que quand on parle de femmes d'élite, on pense tout de suite à la femme qui est assise derrière son bureau. Elle a sa jolie perruque, joli maquillage, des talons, des chaussures avec des hauts talons. Non, la femme d'élite, c'est cette femme qui a la capacité de contribuer au développement de sa nation, mais aussi de transformer d'autres vies au travers de la sienne. C'est cette femme aujourd'hui, grâce à qui nous mangeons. Parce que la femme d'élite, c'est celle-là aussi qui va au champ, qui nous permet de pouvoir nous nourrir, qui nous permet d'être aujourd'hui ces personnes que nous sommes, qui contribuent de façon directe ou indirecte à notre émancipation. Donc c'est vraiment toute la couche féminine. Est-ce que vous menez des campagnes, tant au niveau national qu'international? Et parlons du niveau national, vous avez des antennes dans les départements par exemple? Alors, avec la Covid, malheureusement, on avait un projet d'élargissement justement dans d'autres villes. Avec la Covid, on a subi quand même un bon ralentissement en termes d'activité. Donc, c'est depuis l'année dernière où on redémarre avec nos activités. Justement, notre vision, c'est non seulement nous étendre dans tout le pays, mais aller au-delà du Congo, c'est-à-dire nous étendre dans tous les pays africains où il y a représentativité féminine. Voilà. Donc, nous espérons que d'ici l'année prochaine, nous pourrons notamment toucher au moins 5 localités du Congo-Brazzaville. Nous allons passer à un point qui m'a particulièrement marqué dans vos activités. Vous avez mis en place un projet très intéressant intitulé le Mbongi de la femme africaine. De manière générale, c'est une plateforme qui réunit les femmes pour échanger, des ateliers, un véritable cadre de mise en lumière de la femme, d'accompagnement, comme vous avez dit tout à l'heure. Alors, déclinez-nous un peu ce projet, en quoi consiste ce projet, qu'est-ce qu'on y fait, qu'est-ce qu'on y trouve? Alors, le Mbongi de la femme est né en fait pendant un de mes séjours à Brazzaville où je suis venue en vacances. J'ai revu un ami de Paris qui est un frère pour moi aujourd'hui, qui est député d'ailleurs à l'Assemblée nationale, qui fut aussi mon responsable hiérarchique au ministère, donc celui avec qui j'ai travaillé
en étroite collaboration. J'essaie d'imaginer qui c'est. L'honorable Baramboula, Prince Bertrand Baramboula. Prince Baramboula qui... qui est quelqu'un d'ailleurs de très dynamique aussi, une compétence qu'on a pu apprécier assez remarquable. Tout à fait. Donc c'est dans nos échanges, en fait, par rapport aux actions que je menais, donc dans nos échanges est né le Mbongi de la femme, sans même qu'on sache comment est-ce qu'on allait l'appeler. Donc ce jour-là, on a discuté de beaucoup de choses, et donc là, les propositions sont arrivées. Je pense que c'est seulement 3 ou 4 ans plus tard que finalement, je décide avec les membres d'élite de pouvoir lancer le Mbongi de la femme. Donc nous avons organisé la première édition en 2020, pendant la Covid, nous l'avons tenue en ligne. Cette édition avait réuni en termes d'intervenantes, nous avons eu plusieurs femmes, je pense un peu 6 ou 7, de différentes nationalités africaines. Donc ça nous avait vraiment permis de pouvoir faire un vrai état des lieux sur la situation de la femme en passant par ces différents pays, la RDC, le Gabon, le Mali, le Sénégal, le Congo-Brazzaville, etc. Et donc ensuite, nous avons tenu la deuxième édition l'année dernière à Brazzaville, qui a connu plus de 300 participants. Nous l'avons tenue en une journée, où nous avons eu une demi-journée exclusivement dédiée aux formations et aux ateliers, et l'après-midi qui était dédié justement au panel. Et cette année, nous tenons la 3e édition, donc sous le patronage de la secrétaire exécutive du Conseil consultatif de la femme, Madame Kiebi, qui nous appuie beaucoup depuis l'année dernière, justement, qui est au-delà d'être, de sa casquette de professionnelle, mais c'est pour nous aussi une image de mère. Elle incarne des valeurs qu'aujourd'hui, qui nous inspirent toutes aujourd'hui. Donc c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles c'est une femme sur laquelle on s'appuie beaucoup, qui nous ouvre toujours sa porte quand on a besoin. Et donc cette 3e édition va se tenir sous le thème de co-construire avec la femme pour une Afrique plus émergente. Parce que vous estimez que l'émergence de l'Afrique passe forcément par l'association avec la femme. Par la femme. Ouais. Aujourd'hui, la femme, qu'on le veuille ou pas, c'est un pilier fondamental dans le développement d'une nation. Je pense que les personnes avant moi, qui ne sont peut-être même plus de ce monde, l'ont dit et démontré. La femme aujourd'hui, elle a beaucoup de compétences, elle a beaucoup de savoir-faire. Des fois, dont elle n'a pas conscience, qu'elle n'arrive peut-être pas à valoriser. Je suis moi-même la première à mal me vendre personnellement. J'ai cette capacité de mieux vendre les autres, mais l'exercice de « parle de toi Splendide, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu es capable ?» J'ai du mal à le faire. Donc aujourd'hui, Elite Women's Club aussi est né un peu de ça. Est né un peu d'un ras-le-bol où on se dit « on est plusieurs femmes, on a des compétences, on a des projets, mais on a peut-être du mal à l'exprimer, on a du mal à le mettre en pratique. » C'est parti d'un groupe WhatsApp que j'ai créé où on avait plus de 300 femmes qui étaient de partout. Le but, c'était justement d'échanger sur nos projets, notre vision pour l'Afrique, selon chacun de nos pays respectifs, naturellement. C'était de voir un peu qu'est-ce qu'on pouvait faire, quel pouvait être l'apport des femmes que nous étions pour justement contribuer au développement de nos nations. Donc ça part de là, et puis derrière, on se dit, les femmes, elles ont de la compétence, elles ont des projets. Mais derrière aussi, une des difficultés qu'on avait remarquées, c'est qu'on a du mal à pouvoir se mettre en synergie ou en équipe pour pouvoir réellement travailler ensemble. Moi, je m'appuie beaucoup sur le modèle ouest-africain. Je me dis toujours, comment elles font aujourd'hui, ils font, les ouest-africains, pour arriver à réaliser des grandes choses en partant de rien, en vivant modestement, mais vraiment en contribuant à développer leur économie. Parce qu'ils ont mis en place un modèle qui marche très bien aujourd'hui. Et c'est sur ce modèle-là que nous, aujourd'hui, on copie, ça faut le dire, il faut toujours copier, on copie ce qui est bon, ce qui a donné déjà, à démontrer, à donner du résultat. On copie ce modèle-là pour dire, OK, en tant que femme, on peut se mettre ensemble, mener des actions qui peuvent réellement impacter la société, contribuer au développement, mais qui peut aussi permettre à d'autres femmes de pouvoir aujourd'hui s'émanciper, s'autonomiser et puis être beaucoup plus épanouies. Après, derrière, c'est vrai que nous sommes conscients que il y a des actions qu'on va mener aujourd'hui qui n'auront pas forcément d'impact aujourd'hui, qui auront d'impact peut-être dans 5-10 ans, mais on se dit, on les mène parce qu'aujourd'hui, si nous, en tant que femmes, on a accès, on a droit à certaines choses, notamment c'est parce que avant même que le monde imagine que nous ferons partie de ce monde, il y a des gens qui ont mené des combats pour nous. Donc avec le Mbongi de la femme, on essaie vraiment de pouvoir réunir les femmes, peu importe leur profil, voilà, leur provenance. Aujourd'hui, le Mbongi de la femme, cette année, c'est 2 journées pleines d'activités où nous allons tenir donc des panels, des échanges sur différentes thématiques qui touchent
concrètement à la situation de la jeune femme. On ne veut pas avoir des moments de rencontre où on vient, on parle, on finit, chacun rentre chez soi. Non, on veut qu'à la fin de chaque journée, une femme qui a participé au Mbongi en sortant, même si elle ne peut pas tout retenir, mais qu'elle ait au moins retenu une chose. En sortant, qu'elle se dise, j'ai retenu une chose que je vais mettre en pratique dans ma vie pour impacter ma vie, pour transformer ma vie. On part dans une dynamique de transmission et de transformation. Donc, on va avoir des ateliers, par exemple, sur la transformation. On sait qu'aujourd'hui, nombreuses sont ces femmes qui sont dans l'agriculture, qui sont dans la transformation, qui rencontrent peut-être des difficultés. Elle est dans un village ou peut-être à Boko, elle veut emmener ses produits sur Brazzaville, il y a peut-être des difficultés de route. Il y en a qui sont déjà passés par là. Ben, c'est emmener ces femmes-là, les mettre ensemble, dire « Ok, voilà ce que moi je fais. Moi, j'ai réussi à faire ça. Voilà une piste qui peut te permettre toi aussi de pouvoir arriver à pouvoir mener à bien tes actions. » Donc, ça va être aussi des sujets sur la ZLECAf. On parle aujourd'hui de plus en plus de la ZLECAf. C'est quoi la ZLECAf? On passe dans la ville, on voit des panneaux, mais on ne sait pas concrètement c'est quoi. Donc là également, on a fait appel à des experts dans ce domaine, dans ce secteur-là, de pouvoir venir nous parler de ce que c'est que la zone libre-échange. Quels sont les enjeux et quels sont les défis, surtout pour toutes ces femmes qui vont être concernées par ce domaine-là. Quand je disais au début que la femme, elle occupe une grande place, une place assez importante dans le développement, c'est aussi quand on parle de ZLECAf aujourd'hui, on sait que la plus grande couche qui sera touchée par la ZLECAf, ça sera aussi les femmes. Elles ont une grande place justement pour des opportunités qui vont se présenter à elles, qu'elles devraient saisir. Aujourd'hui, si moi je suis artisane, demain j'ai la possibilité de pouvoir emmener mes produits, exporter mes produits au Cameroun ou au Gabon. Bah, au Cameroun et au Gabon, il y a aussi des femmes qui exercent dans le domaine d'activité que moi, par exemple. Mais quelle sera ma valeur ajoutée justement pour pouvoir me démarquer de ma concurrence et faire à ce que moi, sur le marché, que j'ai une grande part du marché. Donc, ce sont des sujets que nous avons prévus comme ça, débattre pendant le Mbongi, des formations que nous allons dédier aussi aux femmes, permettre aux femmes qui vont arriver pendant ces 2 jours, pouvoir être outillées sur certains domaines d'activité notamment, mais ça va être aussi un espace d'exposition où nous voulons montrer le savoir-faire féminin. Dire qu'aujourd'hui, il y a des femmes qui sont capables de faire des choses. Je fais de la transformation de yaourt, je fais de la transformation en utilisant des fruits locaux, par exemple, pour faire des glaces. Je suis artisane. C'est de dire, voilà, il y a des choses qui sont faites, mais comment est-ce que moi, derrière, je les mets en valeur pour valoriser justement l'artisanat ou sinon l'économie congolaise et comment y contribuer. Donc, c'est plusieurs activités. Ça va être aussi, donc, à partir de cette 3e édition du Mbongi de la femme, nous lançons également l'incubateur Entreprendre au féminin. Donc, Entreprendre au féminin, justement, ça va viser à pouvoir sélectionner dans un premier temps une dizaine de projets portés par les femmes sur les domaines de l'agriculture, l'élevage, l'innovation, la technologie et l'artisanat. Les femmes africaines, pas que congolaises. Pour cette édition, nous nous limitons au Congo. Au Congo, comme on dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. On va commencer par le Congo. C'est un nouveau modèle que nous voulons mettre en place. On va dire qu'on veut le tester pour s'assurer que ce modèle-là soit efficace, pour permettre justement à ce que ce projet soit pérennise. Que demain, nous puissions nous déployer au-delà du Congo, parce que la vision, justement, c'est de pouvoir aller au-delà du Congo partout où il y a femmes africaines. Donc, cette année, c'est 10 femmes qui vont pouvoir être accompagnées pendant une période d'1 année. Nous avons déjà des partenaires financiers qui vont accompagner aussi ces porteuses de projets. Nous avons des partenaires techniques qui accompagneront aussi, que ce soit en termes de formation, en termes de coaching, mais également sur le volet de mobilisation de fonds. On sait aujourd'hui que la femme, elle peut avoir un projet qui peut être très viable, qui peut être très porteur, mais le fait déjà d'être une femme, j'arrive à la banque et il y a un autre homme, ce n'est pas pour être discriminatoire, mais malheureusement, c'est fréquent, c'est ce à quoi elles sont confrontées tout le temps. C'est qu'aujourd'hui, on donne moins de crédibilité, on accorde moins de crédibilité à la femme qu'à l'homme. Une femme qui va aller demander un prêt, ça va être très difficile pour que ça lui soit octroyé. Donc, effectivement, Entreprendre au féminin vient un peu pallier à ce problème-là. Parce que ce n'est pas forcément la faute des institutions, des établissements de crédit, mais il y a aussi l'aspect où aujourd'hui, l'homme peut-être a su se vendre, l'homme a inspiré peut-être plus de confiance dans les années passées. Aujourd'hui, la femme occupe une place de plus en plus présente. Il faut peut-être laisser le temps de pouvoir, comme on dit, remettre faire la mise à jour
la mise à jour justement pour permettre à ce qu'on tienne en compte certains facteurs qui concernent la femme. Donc, entreprendre au féminin, c'est faciliter l'accès justement au crédit ou sinon également l'accompagnement des femmes pour qu'elles arrivent à mener à bien leurs projets. Que ça soit, peu importe le secteur dans lequel elles vont décider d'entreprendre, mais c'est vraiment mettre à leur disposition tous les outils nécessaires pour mener leurs projets, mais que ça ne soit pas des projets qui vont durer sur 6 mois, 1 année, 2 ans. Des projets à long terme. À long terme, dans 5 ans, 10 ans, si nous revenons, ce projet-là a grandi et que cette femme-là, elle a été capable, elle aussi, à son tour, de pouvoir drainer d'autres femmes, étirer d'autres femmes et aussi créer des emplois pour d'autres femmes. Vous êtes en quelque sorte le relais des instruments étatiques qui existent, les instruments d'accompagnement que nous connaissons chaque jour. Voilà, aujourd'hui, on fait, en fait, comme vous dites, on fait le relais entre nos porteuses de projets et ces établissements. Quelque part, on devient un peu comme des garants de ces porteuses de projets face à ces structures. Vous serez donc à la 3e édition du Bon Guide de la femme. Vous avez expliqué la valeur ajoutée de cette édition-ci qui aura lieu du 3 au 4 août 2023. Alors, il y a quelle différence en réalité entre ce que vous avez fait avant et ce que vous ferez dans quelques semaines? Alors, la différence entre les 2 éditions précédentes et celle-ci, elle est quand même énorme en termes de concrétisation et en termes de vision. Il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, on se limitait à quelques échanges virtuels. Ensuite, une journée d'échange d'ateliers. Mais là, la vision, elle a grandi. Elle a grandi parce qu'aujourd'hui, on est entouré de personnes qui sont à la demande. La demande, elle est grande. Une demande qu'on ne peut pas, même les institutions publiques ne pourront pas être en mesure de répondre à toutes ces demandes-là. Et donc, c'est aussi de notre devoir en tant que citoyenne de pouvoir faire ce que nous, on peut contribuer, ou du moins contribuer, même si c'est infime, mais au moins à pouvoir accompagner ces structures ou ces institutions pour aider les femmes ou accompagner ces femmes-là. Donc, la valeur ajoutée, ça va surtout cette année être avec le projet, donc l'incubateur Entreprendre au féminin, où on va les accompagner pendant 1 année. La valeur ajoutée, ça va aussi être le fait que nous allons être dans des échanges qui vont être très concrets. On va sortir de tout ce qui est théorique, magistral, mais vraiment, on va parler des cas concrets. Des cas concrets pour arriver rapidement au résultat. Au résultat, on va prendre des cas d'école, on va avoir des témoignages qui sont concrets. Les différentes actions que nous avons menées, il y a eu des accompagnements, il y a eu des femmes que nous avons accompagnées, mais c'est aussi le rôle de ces femmes-là de venir dire, OK, moi j'ai été accompagnée par Elite Women's Club sur une durée de temps, sur telle chose, voilà ce que je suis devenue, voilà la valeur ajoutée que ça a eu sur moi. Ça peut justement aussi encourager d'autres femmes, mais il y a aussi l'espace où nous mettons d'exposition pour ces femmes, c'est montrer le savoir-faire féminin. C'est aussi des structures, des entreprises aujourd'hui, on va dire comme la BSK, comme la LCDE qui nous accompagnent, qui aujourd'hui reconnaissent le potentiel féminin qu'ils ont en interne. Par là, en échangeant avec les structures comme RTL, on s'est rendu compte que ce sont aussi des structures qui mettent à profit la compétence féminine. C'est aussi valoriser ces structures-là pour que celles qui sont encore hésitantes ou qui hésitent encore sur les capacités ou le leadership féminin dans leur structure se rendent compte que s'appuyer sur des femmes, ça peut être un réel atout de développement. Alors, et les hommes dans tout ça? Est-ce que les hommes sont associés également? Oui. C'est marrant parce que jusque-là, nous, nos activités, nos actions ne tournent qu'en faveur de la femme. L'année dernière, on a été très surpris d'avoir beaucoup d'hommes qui ont pris part aux ateliers, qui ont pris part au panel, qui ont participé, qui ont été là toute la journée, qui sont arrivés à 8 h et qui sont partis le soir. Donc oui, c'est vrai que c'est un événement qui vise justement à pouvoir faire un état des lieux sur la femme, aborder des sujets qui touchent directement à la femme et à la jeune fille. Mais naturellement, on est consciente qu'aujourd'hui, il n'y a pas meilleur ambassadeur de la femme que l'homme. L'homme est le meilleur ambassadeur pour porter la voix de l'homme. Donc, ce sont justement des partenaires la voix de la femme. Ce sont des partenaires et des appuis dont on ne peut pas se passer. Aujourd'hui, moi je le dis encore, le Mbongi est né d'une réflexion qui est venue d'un homme. Nos appuis aujourd'hui, on va dire à 95%, ce sont des hommes qui nous appuient. Des hommes dont on parle peut-être pas toujours, des hommes qu'on ne cite pas. C'est pas pour profiter des hommes, j'espère. Ah, pas du tout. Ce sont pour nous, ce sont des pères, ce sont des frères, ce sont des amis, ce sont des collaborateurs, ce sont des hommes aujourd'hui
qui ont compris aussi la place de la femme dans la société, qui ont compris l'importance de pouvoir soutenir, appuyer les femmes dans leurs actions. Ce sont des hommes sur lesquels nous nous appuyons, qu'on appelle nos héros dans l'ombre, parce qu'on ne les cite pas toujours, on ne les voit pas toujours, on ne sait pas qui c'est. Il y en a qui sont au Congo, il y en a qui sont en France, il y en a chacun dans son couloir, et c'est vraiment de pouvoir nous accompagner à mener à bien ces actions-là. Donc, c'est un événement qui est ouvert au public, qui est ouvert, qui est gratuit, ça faut le préciser par contre, qui est gratuit, qui est ouvert au public, que ce soit aux institutions privées, publiques, aux cadres, aux agents, qui est aussi ouvert à la société civile, parce que c'est quand même organisé par une structure de la société civile. Nous attendons cette année environ 1000 personnes, donc 3 fois plus que ce que nous avons. Et mettre aussi une action, beaucoup plus d'action sur les femmes parlementaires. Oui, naturellement, nous aurons aussi nos représentativités des femmes parlementaires, c'est la voix du peuple. Oui. Donc aujourd'hui, si nous voulons réellement aller vers de vrais changements et que les plaidoyers que nous menons soient réellement effectifs, bah, c'est aussi de pouvoir s'appuyer sur ces femmes-là qui ont la capacité de pouvoir nous représenter au Parlement. Et les élus locaux aussi. Et les élus locaux, on les attend nombreusement, nombreux d'ailleurs. D'accord, très bien. Alors, comment se présente la suite de votre calendrier? On a parlé du Mbongi de la femme, on imagine bien avec ce qu'on essaie de retenir en vous par rapport à votre dynamisme, que vous avez plein de projets, plein d'idées, peut-être en sommeil, peut-être en perspective. Alors, quelle est la suite de vos projets? Quel est le projet que vous mûrissez aujourd'hui dans votre esprit? Ben, le plus grand projet qu'on mûrit aujourd'hui, ça va être entreprendre au féminin. Parce que l'axe majeur d'ailleurs de Elite Women's Club, c'est encourager l'entrepreneuriat. Donc nous allons mettre vraiment 2023, ce deuxième semestre de 2023 au premier semestre 2024, on va beaucoup mettre l'accent justement sur l'entrepreneuriat. On va vraiment essayer, là on a pas mal de partenaires techniques et financiers qui sont disposés justement, qui n'attendent qu'à pouvoir accompagner. Donc on veut vraiment accompagner ou du moins contribuer à créer une génération de femmes très autonomes qui sont capables aujourd'hui de pouvoir comment on dit, emmener d'autres femmes aussi, c'est-à-dire sortir d'autres femmes dans leur zone de confort, donner de l'espoir, mais aussi surtout pouvoir aujourd'hui contribuer au développement, que ce soit du Congo, mais on va parler en termes d'Afrique, donc de l'Afrique tout entière. Donc nous allons vraiment concentrer nos efforts surtout sur les sujets qui touchent à l'entrepreneuriat. Nous allons aller vers ces femmes qui vendent au marché, on va aller au-delà de Brazzaville. Le but justement c'est ça, parce que même dans les projets que nous recevons, on se rend compte qu'il y a de très beaux projets qui viennent surtout des villes à l'intérieur, qui ne sont pas de Brazzaville, mais ça va être aussi aller vers ces femmes-là, chercher ces femmes-là et les accompagner. D'accord, très bien. Aujourd'hui, il y a plein de critiques sur la femme congolaise, hein. Je le dis parce que je suis une femme. En plus, journaliste, on entend des choses assez, parfois méchantes, parfois des choses gaies. On pense que la femme congolaise n'avance pas au rythme souhaité. Et vous, en tant que leader dans ce domaine, que pensez-vous aujourd'hui de la femme congolaise, de ce qu'elle fait, de son évolution, de son implication dans l'évolution de notre société? Je pense que c'est très comparatif, parce que si on arrive à de telles conclusions, c'est forcément parce qu'on a un ou plusieurs éléments comparatifs. Aujourd'hui, on a le sentiment que notre société, sur le plan, en parlant du genre féminin, n'avance pas trop ou n'évolue pas trop, parce qu'on compare avec des pays qui, depuis des décennies, ont eu beaucoup plus de longueur d'avance que nous. Aujourd'hui, nous découvrons certaines choses. La technologie devient la mode aujourd'hui au Congo, mais ce sont des choses qui ont existé il y a des décennies déjà en Occident ou dans d'autres pays. Je pense qu'il est quand même important des fois de reconnaître. C'est vrai qu'il n'y a pas, moi personnellement, j'estime qu'il n'y a pas de petite victoire. Il n'y a pas de petits combats, il n'y a pas de petits pas. J'estime que quand on fait déjà un pas en avant, c'est déjà un pas, c'est déjà un changement. Hier, on n'avait pas autant de femmes qui occupaient des postes à responsabilité. Bah, je ne vais pas aller très loin, je prends votre cas. Aujourd'hui, oui, vous êtes une femme qui occupe un poste à responsabilité au sein de la chaîne nationale de Télé Congo. On a vu votre arrivée, on a vu votre ascension, tout le monde a applaudi, tout le monde était heureux, parce que justement, on reconnaissait qu'il y avait un pas en avant qui se faisait. C'est peut-être pas énorme comme dans certaines sociétés. On a plus de représentativité aujourd'hui, que ce soit au Parlement comme au Sénat. Si on fait un élément comparatif, il y a peut-être
15, 20 ans, 30 ans, je ne pense pas on aurait les mêmes chiffres. Exactement. On va dans les administrations publiques, mais de plus en plus de femmes occupent de postes à responsabilité. Des jeunes femmes, aujourd'hui, à qui on donne des responsabilités, qui occupent ces fonctions-là, que ça soit en entreprise privée. Donc, c'est juste dire que c'est vrai qu'on peut avoir le sentiment que le changement n'est pas palpable, parce que quand on voit la masse dans laquelle on est, la représentativité masculine, on regarde la femme, on va dire, OK, 20% sur 80%, ça représente peu. C'est vrai, parce qu'on aimerait aujourd'hui qu'il y ait encore plus, qu'on fasse encore plus, mais aujourd'hui, c'est aussi aux femmes de pouvoir se démarquer. Exactement. On parle là de méritocratie, on ne parle pas là de parachutisme ou quoi que ce soit. Je me fais démarquer aujourd'hui parce que, pourquoi? Parce que depuis longtemps, on a donné un peu à la femme ce rôle de... on nous a mis dans des cases. Ça, c'est approprié aux femmes. Ça, la femme, elle ne peut pas faire. J'étais dans... Beaucoup de stéréotypes. Beaucoup de stéréotypes. Aujourd'hui, il y a des métiers, hier qu'on disait métiers d'hommes, mais on voit de plus en plus de femmes qui vont vers les métiers de la logistique, de la mécanique, l'électricité. Des femmes pilotes. Voilà, il y a des femmes pilotes aujourd'hui qui arrivent à faire réellement des choses que hier on disait que la femme n'était pas capable de faire. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a déjà il y a une volonté de développement, il y a une volonté qui permet justement à pouvoir accompagner ce processus-là pour permettre à la femme d'être de plus en plus, d'occuper de plus en plus de postes à responsabilité et de mieux s'autonomiser, s'exprimer. C'est peut-être pas aussi évident, mais c'est important quand même de reconnaître quand il y a des petits pas qu'on fait, il y a une victoire, même si elles sont petites, c'est une victoire. Un pas en avant, c'est déjà une victoire pour nous les femmes. Une victoire parce que la porte nous est grandement ouverte par les instruments qui existent. Le gouvernement a cette volonté. On voit comment les lois sont votées et tous les jours. On voit comment les encouragements sont faits à la femme pour avancer. Donc, il n'y a pas de frein. S'il y a un frein, ça viendra peut-être de nous-mêmes. Le frein, je pense que aujourd'hui, moi, si on me demandait quels sont les freins aujourd'hui qui freinent l'autonomisation, l'émancipation de la femme, je suis désolée de le dire, ça ne plaira certainement pas à nombreuses, mais le premier frein, c'est nous-mêmes. Ça part d'abord de notre système de pensée. On aime beaucoup être dans le profil de « je suis martyr », de victime, « je suis victime ». On aime le profil victime. Mais une femme aujourd'hui qui reconnaît ses compétences, qui sait de quoi elle est capable, pourquoi elle va se victimiser? Même si elle est dans une société où il y a la discrimination, où on ne peut pas reconnaître ses valeurs ou sa valeur ou sa compétence. Mais moi, je dis qu'à ce moment-là, c'est là où tu deviens violente. C'est-à-dire tu t'imposes dans ton environnement. Tu fais reconnaître tes compétences. Aujourd'hui, on peut reconnaître, on sait que dans une société, on a la capacité de voir, oui, c'est vrai que des fois, on peut plus favoriser les uns et les autres. Mais si je donne un exemple, si on donne des responsabilités à une femme, aujourd'hui, on crie partout, hein, l'égalité des sexes, l'émancipation de la femme, c'est bien. Mais ça veut dire que derrière, quand on fait ce pas-là, on doit être préparé derrière. On doit être préparé à pouvoir assumer les responsabilités qui peuvent nous être données. Exact. Si aujourd'hui, on donne des responsabilités à une femme, on dit, OK, elles font beaucoup de bruit, elles veulent des choses, on leur donne. Cette femme arrive à un poste de responsabilité. La première chose qu'elle fait, elle veut écraser tous les hommes qui sont derrière elle. Les personnes derrière qui observent disent quoi? Si c'est ça le modèle pour reproduire, donner à toutes les femmes cette chance-là et reproduire le même modèle, ce n'est pas intéressant. Une femme qui arrive à un poste de responsabilité, qui se fait démarquer par sa compétence, par le résultat, elle arrive à produire de vrais résultats, elle arrive à se surpasser. Dites-moi quel est ce décideur ou ce chef d'entreprise qui va aujourd'hui dire « cette femme-là, je préfère la garder à la photocopieuse et peut-être l'emmener à un poste de RH, à un poste administratif, alors qu'elle a la capacité de pouvoir transformer ou mener mon entreprise à un niveau supérieur ». Je pense que la responsabilité, avant qu'on aille jeter de la pierre ou chercher des responsables, la responsabilité elle nous revient à nous-mêmes d'abord. Préparons-nous, outillons-nous et quand on a les opportunités, saisissons ces opportunités-là. Et quand on fait on doit faire ce qu'on a à faire, faisons-le de la meilleure manière que possible. C'est aussi sans ignorer qu'on pense que la plupart des hommes ont peur de l'évolution professionnelle des femmes, n'est-ce pas? Certainement, je pense que ça ne manque pas, forcément. Hein. Je pense que c'est quelque chose qui est visible ou qui est quand même présent aussi dans notre société. Parce que l'homme est conscient d'une chose, c'est qu'une femme, quand elle s'engage dans une action, elle y va au bout. Et quand elle s'engage, et elle le fait très bien. Elle le fait très bien.
Donc, l'homme aujourd'hui sait que la femme, c'est une concurrence redoutable. Donc, tant qu'il aura la capacité de pouvoir l'écraser, réduire ses compétences, il le fera. Mais c'est là où je dis encore qu'on passe à l'offensive et on agit de façon, quand je dis violente, mais pas violente physiquement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je sais de quoi je suis capable, je sais que je peux pleinement contribuer, bah, je le fais. Après qu'on essaye de me mettre les bâtons dans les roues, quoi que c'est justement, ça doit être une motivation. Exactement. Plus on essaie de vous coller, bah, plus relevez-vous. Le nombre de fois où vous tombez, bah, relevez-vous 2 fois. Et ça nous fait une expérience. Ben, naturellement, ça nous fait une expérience, ça nous fait grandir aussi, ça fait qu'on apprenne. Mais on doit aussi développer la culture de pouvoir co-construire avec les hommes. Accepter là où on a peut-être des failles, accepter d'apprendre, de pouvoir combler les vides. D'où l'importance de l'éducation, qui reste aujourd'hui quand même un élément assez fondamental pour pallier aussi à la pauvreté. Hein. C'est un élément fondamental. Aujourd'hui, on a un dispositif assez magnifique, important à saluer, porté à bout de bras par le ministère de la Promotion de la Femme, qui est arrivé jusqu'à voir le vote de notre Parlement, la loi Mouebara. Qu'en pensez-vous? Une satisfaction? Je suis satisfaite ou insatisfaite, je ne sais pas. Mais je peux dire que c'est déjà un pas, c'est déjà un grand pas aujourd'hui fait en faveur de la femme et de la jeune fille. Hier encore, les femmes et les filles étaient victimes de beaucoup de violences, que ce soit en milieu scolaire, que ce soit dans son environnement professionnel et surtout aussi familial. C'est important quand même de pouvoir encadrer les choses, qu'aujourd'hui chaque femme congolaise sache que peu importe la situation dans laquelle elle se retrouve, elle a un outil sur lequel elle peut s'appuyer. Hier, une femme qui était sexuellement agressée, qui subissait des violences peut-être psychologiques, arrivait dans un commissariat pour porter plainte. On ne la prenait pas du tout au sérieux. Au sérieux. On lui disait oui, mais allez-y, arrangez ça à l'amiable, ça va passer. Parce qu'à un moment donné, depuis toujours, notre société a vécu dans certaines choses qui sont malsaines devenaient culturelles. On pouvait penser que le fait d'être violent, c'est naturel. Un mari qui te bat, c'est naturel. Des parents qui te maltraitent, c'est naturel. Ton chef ou ton patron dans ton entreprise qui te rabaisse, c'est naturel. Vous êtes veuve, on vous chasse du domicile conjugal, c'est normal. Des orphelins qui se retrouvent dehors c'est normal. C'est naturel. J'ai perdu mon mari. Quand il faut faire les rites de veuvage, tu dors au sol, tu ne parles pas, tu ne manges pas. Ça, c'est complètement naturel. Maintenant, quand il faut parler en termes de droit, là, elle n'est plus veuve. Je pense que cette loi vient quand même à un certain niveau équilibrer ou sinon rééquilibrer certains aspects de la société en faveur de la femme. Donc oui, ça a encouragé et on espère que de plus en plus, que déjà les femmes vont se l'approprier et que les autorités, ou du moins toutes les institutions ou parties prenantes justement à cette loi, seront capables de pouvoir la mettre justement en pratique, que ça contribuera justement à pouvoir diminuer sinon beaucoup de mal-être ou de malaise dans ce sens-là et à mieux protéger la femme. Et les femmes qui n'y croient pas jusqu'à aujourd'hui doivent faire confiance à la loi, confiance à nos instruments juridiques, confiance à nos autorités qui ont pensé à mettre en place cette loi. À travers des écrans, on a vu Madame Ingani qui se battait, en tout cas, c'est un fait à saluer, à remettre dans leurs droits les femmes qui ont été lésées, les femmes veuves qui ont été lésées par des familles de leurs époux. Ça, c'est très bien. Aujourd'hui, elles savent qu'elles sont plus seules, elles sont accompagnées. Aujourd'hui, elles savent qu'elles ont des appuis. Donc déjà, même psychologiquement, ça agit beaucoup sur ces personnes-là. Parce qu'on ne se rend pas toujours compte. Souvent, on a tendance à dire on est des Africains, on a un moral de fer, on est des coriaces. Ailleurs, on peut envoyer une femme comme ça. Ce sont des formes de traumatisme. Ailleurs, elles iraient consulter un psychologue. Ici, on va dire non, mais on est des Africains, on est des bons. Toutes ces choses-là n'existent pas. On oublie souvent qu'il y en a après qui grandissent avec ce mal-être-là et malheureusement, un mal-être se transmet. Elle va devenir, elle aussi, à son tour, agressive, violente avec ses enfants sans se rendre compte que c'est ce qu'elle a subi qu'elle est en train de retranscrire. Et comme on dit souvent, les enfants ne reproduisent que ce qu'ils voient, ce dans quoi ils ont évolué, ils ont grandi. Un enfant qui a vu son père battre sa mère, lui aussi battra sa femme, battra d'autres jeunes femmes parce que pour lui, il estime que c'est le modèle, il pensera que c'est normal. Donc ça aussi, ce sont des outils d'éducation et de sensibilisation auxquels on devrait justement pouvoir s'appuyer et communiquer, élargir la communication dessus. Splendide Gavé, je pense que nous tendons vers la fin de notre entretien. Je vous laisse
quelques temps, hein, peut-être une minute, de dire un mot à notre public, sinon ce que nous pouvons retenir de votre passage sur ce plateau d'Alinéa. C'est toujours la phase la plus difficile, naturellement, mais qu'est-ce qu'on pourrait dire? Ben, moi, personnellement, tout ce que je peux dire, hein, je ne suis peut-être pas, je ne crois pas être habilitée ou avoir la compétence de pouvoir adresser un message comme ça, mais c'est quand même important aujourd'hui de pouvoir avoir conscience qu'on vit dans une société qui évolue. On a à notre disposition plusieurs formes d'outils sur lesquels on peut s'appuyer. On a des institutions sur lesquelles on peut s'appuyer. Mais qu'il est aussi indispensable aujourd'hui, on parle d'autonomie parce que c'est important aujourd'hui, mais d'avoir aussi conscience qu'avant de vouloir s'engager dans telle ou telle chose, il est important d'être outillé. Il n'est pas juste question de m'as-tu vu, qu'on dise que moi je suis X, moi je suis Y, mais que mon passage sur cette terre laisse une empreinte. C'est que demain, dans 3, 4, 5, 10 décennies, qu'on parle de vous comme une personne qui a contribué justement ou qui a impacté sa société du temps où elle a été dessus. Tout ce qu'on a acquis, on arrive à acquérir sur Terre, on ne l'emmène pas ni en enfer ni au paradis. ni dans notre tombe. Voilà, ni dans notre tombe. Donc forcément, les actions que nous menons aujourd'hui, c'est justement pour contribuer à ce que demain, les générations futures puissent en bénéficier. Que l'environnement soit amélioré positivement. Personne ne peut penser à tout. Nos autorités, les institutions, elles ne peuvent pas penser à tout, c'est impossible. Donc c'est aussi le rôle de chacun de nous en tant que citoyen de pouvoir contribuer justement à pouvoir, sinon accompagner les bonnes actions qui sont mises en place, les dispositions qui sont mises en place. Les législateurs de plus en plus essaient de penser, comprennent qu'aujourd'hui la femme a une place assez importante dans le développement d'une société. C'est important justement de les accompagner aussi dans ce sens-là, en étant justement des bons modèles, des bons exemples et surtout des femmes inspirantes. Surtout des femmes inspirantes, et c'est votre dernier mot. En tout cas, merci d'être passé sur ce plateau. Merci pour ces éclairages, merci pour toutes ces idées que vous avez mises en place, que vous avez partagées aujourd'hui avec notre public. Merci infiniment. Merci à vous. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, nous vous remercions pour votre attention. Merci en tout cas d'avoir suivi cette émission avec Madame Splendide Gavé-Lendongo. Elle est présidente de Elite Women's Club, une plateforme qui réunit dans quelques jours à Brazzaville les femmes venues de tous bords pour partager leurs expériences, être accompagnées par les initiatives qu'elle a mises en place avec ses équipes. En tout cas, merci pour votre fidélité à cette émission. À très bientôt pour un autre numéro et avec un autre invité.